Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous mettons le cap sur le Condro. Au départ d'Avlanges, nous allons pédaler sur la Traversine en direction de Ciney. Nous allons donc éviter de voler de tiges enchavées dans une région qui ne manque ni de charme ni de cachet. En selle donc pour ce nouveau numéro des Chemins du Ravel. Vecteur de la mobilité douce en milieu rural aujourd'hui, la ligne 126 était hier un acteur de premier plan. Elle a en effet joué un rôle important dans le développement économique et le désenclavement du Condro namurois au XIXe siècle. Mise en service en 1877 par la compagnie de SB Condro, cette ligne reliait Ciney à Stath, un quartier de Huy. Avlanges était l'une de ces gares névralgiques. Les bois des exploitations forestières y étaient expédiés vers la Flandre en échange de wagons chargés de briques et de tuiles. Dès vos premiers coups de pédale, vous accepterez l'invitation à prendre le temps des bonheurs simples. Le temps d'apprécier des paysages qui déroulent entre vallons et collines, grasses prairies, bois ténébreux et riches terres de culture. Le temps de savourer le bruissement du vent dans les feuillages, l'odeur du foin fraîchement coupé ou les chants mélodieux qui s'élèvent dans les cieux. Délaissant provisoirement le couloir verdoyant, vous gagnerez le paisible village de Barcy pour pousser la porte d'un musée pas comme les autres. Renato Monopoli, bonjour, merci de nous accueillir chez vous. C'est quand même un musée pas comme les autres ici. Comment il est né ce musée? C'est une histoire familiale finalement. C'est une histoire de famille, effectivement. Déjà je me souviens quand j'étais tout petit, mon grand-père était collectionneur. Il collectionnait les cannes. Puis mon père, lui aussi était collectionneur, il était collectionneur de montres. Voilà. Donc ça fait, je pense, c'est un hobby de famille. Mes frères sont aussi collectionneurs, donc je suis devenu par la force des choses collectionneur également. Souvent, les personnes qui viennent visiter ici me disent « Mais écoutez, quel est le thème de ce musée? Vous avez des pipes, des automates, des musiques mécaniques, des ors de barbarie, des anciens jeux, etc. » Des vélos. Des vélos. Quel est le thème? Alors la réponse est très facile. Rentre dans ce musée quelque chose que j'aime. Ça, c'est la première chose. La deuxième condition, c'est que l'objet qui rentre ici doit fonctionner parfaitement. Et là, c'est le problème, parce que ce n'est pas toujours facile. Une grande partie de ce qu'on voit ici, c'est un héritage, évidemment. Mais en réalité, j'ai commencé la collection par les voitures hippomobiles. Donc celle-ci, c'était la voiture de mon arrière-grand-père. Puis j'ai commencé à prendre une deuxième voiture hippomobile, une troisième, puis j'ai fait des concours d'attelage. Et comme ça est venue la collection des voitures. Mais mon grand hobby, c'est les automates de vitrine. Là, on en a toute une série, et les automates, Dieu sait la difficulté de les trouver, les automates de vitrine. Et de les faire encore fonctionner aujourd'hui? Ça, c'est la vraie galère. Ça, c'est le vrai problème que nous avons, puisque la philosophie de ce musée, c'est que tout doit fonctionner parfaitement comme le premier jour. Et ça, c'est très rare, parce que ça fait partie de mes hobbies de visiter les musées. C'est très rare où on rentre dans un musée où tout fonctionne. Ici, c'est tout à fait l'opposé des autres. Tout fonctionne comme le premier jour. J'ai commencé par un premier automate que j'ai connu quand j'étais tout jeune en Italie. Ma mère m'a envoyé acheter des cigarettes. Les cigarettes se vendaient à l'unité en Italie, en tout cas dans le sud de l'Italie, à Monopole. Et derrière cette vitrine, il y avait un frappeur de vitres. Donc c'était un petit automate, tout petit, d'une cinquantaine de centimètres, 50-60 centimètres, qui venait frapper à la vitre. Et donc je n'allais pas pour les cigarettes, j'allais pour l'automate. Et depuis, sans doute, cette époque, j'ai toujours été amoureux des automates, tout ce qui bouge. Et la collection a commencé les automates de vitrine, et on en a une centaine, peut-être même plus. Renato, merci beaucoup. On va continuer, on va rester dans le mouvement avec notre Minute Patrimoine. Elle est aujourd'hui consacrée au pont tournant. On est ici devant le pont tournant de Bracny, qui est un très bel exemple de ce qu'on faisait au XIXe siècle. Donc d'abord, c'est une belle structure parce qu'elle est parfaitement équilibrée, elle repose sur un point central. Et alors, en plus, évidemment, on est au XIXe siècle, c'est-à-dire à l'époque où l'acier, le fer d'abord, l'acier ensuite,
émerge vraiment très fort dans la construction. Il faut se souvenir que 1888, c'est la construction de la Tour Eiffel, donc qui est assez emblématique à ce niveau-là. On a tous les grands viaducs. Et ici, on a un pont qui est vraiment un très bel exemple, même si c'est de petite taille, mais un très bel exemple de ce qu'on peut faire avec l'acier. Alors pourquoi un pont tournant? Alors, bonne question. Un pont tournant, ça permet d'avoir deux passes navigables. On voit qu'on a la pile centrale et on a un passage pour les bateaux à gauche, un passage pour les bateaux à droite. Et ça semblait important aux concepteurs de l'époque parce qu'on est ici dans une courbe et ils voulaient éviter que deux bateaux se trouvent face à face, obligés de se croiser à un endroit où ils ne pouvaient pas se croiser. Donc ici, ils étaient relativement en sécurité pour ça. Alors que dans des tronçons droits où on se voit de loin, ça ne posait pas de problème. Et à ce moment-là, on pouvait se contenter d'un pont-levis qui n'offrait qu'une seule passe navigable. De retour sur le Ravel de la ligne 126, vous vous enhardirez des paysages de cette terre paisible, pourtant mise à feu et à sang au XIIIe siècle, au cours de la guerre de la Vache. Un conflit dont le nom prête à sourire, mais qui n'a apporté en son temps que ruine et désolation. Arrivé à Amois, vous ferez une autre infidélité au corridor vert de la Traversine, histoire d'estimer de ravissants hameaux et villages où fleurbon une authenticité préservée. Plus que jamais, l'escapade du jour mettra à l'honneur la pierre et le travail des bâtisseurs habiles d'autrefois, véritables artisans de la taille et de l'assemblage des moellons de calcaire. Vous succomberez ainsi au charme indéniable de l'ensemble architectural de Ubine, perché sur son petit éperon rocheux. Il est dominé par la chapelle Sainte-Agathe, un édifice de style roman qui abrite deux piliers mérovingiens du 8e siècle. À ses côtés, la ferme, avec ses très beaux corps de logis, étables et grands gens larges, est elle aussi classée de longue date. Au pied du promontoire, quelques autres belles bâtisses des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles alignent également leurs façades admirables de sobriété et d'équilibre ou proposent leur élégante architecture. Un peu plus loin, le château de Ries offrira à votre regard son ensemble en moellons calcaires du milieu du XVIIe siècle. Sans crier gare, il se présentera comme l'un des 14 châteaux de l'entité de Amois à traverser impétueusement le temps. À quelques encablures de là, la pierre se conjuguera à l'eau, toujours dans un ravissement total. Nicolas Lambré, bonjour, vous êtes journaliste à MaTélé. Nous sommes dans un environnement un peu idyllique ici. Oui, c'est un cadre bucolique. On est dans le village de Moïville, dans le hameau de Scoville plus précisément. Et juste derrière nous, ce qu'on peut voir, c'est le moulin de Scoville, qui est un moulin qui daterait de l'époque gallo-romaine et qui a appartenu à plusieurs propriétaires, dont l'abbaye d'Aulne pendant quelques centaines d'années. Estampillé 1743. Oui, ça c'est la date de la dernière reconstruction du moulin, en fait, après un incendie. Alors on est à quelques kilomètres à peine des sources du Boc. Oui, le Boc prend sa source à Sie. C'est un petit village qui est particulièrement marqué par l'eau, puisqu'il y a notamment une société, une compagnie des eaux là-bas. Et le Boc fait un parcours d'environ 45 km pour aller jusqu'à Ivoire, se jeter dans la Meuse. À Moïville, ici, dans ce village, il y a un artiste qui habite, qui travaille, qui vit, un artiste de réputation mondiale. Un artiste de renommée mondiale qui s'appelle Stéphane Halleux. C'est un sculpteur qui a une énorme cote au niveau international et qui réalise des œuvres teintées de pop, vraiment d'influence américaine, de toute la pop culture. Et c'est un artiste qui, paradoxalement, préfère rester au calme, tranquillement, dans sa petite campagne ici dans la région et travailler dans son atelier, alors que pourtant il a un succès incroyable. Il travaille différentes matières. Il travaille la pierre, le bois, le cuir, il y a du ponçage, donc maintenant ils sont deux dans son atelier. Et voilà, ils passent leur journée vraiment dans leur petit univers, alors que autour d'eux, chez les acheteurs, eh bien, ça fourmille de mouvements. Mais eux ne veulent pas savoir ça en fait, ils veulent rester vraiment dans leur petit cocon.
C'est aussi quelqu'un qui s'est distingué au niveau du cinéma, qui a décroché un Oscar. Oui, tout à fait. Donc il a travaillé avec une équipe luxembourgeoise sur un film qui s'appelle Monsieur Hublot. C'est un court-métrage d'animation qui a été réalisé à partir de son univers, de ses personnages. Et effectivement, l'équipe du film a reçu un Oscar il y a 5 ans, si je ne m'abuse. Personnage incontournable de Moïville et de la région, vous l'avez rencontré et c'est donc tout de suite le sujet qu'on va découvrir. J'ai toujours été attiré par les volumes, depuis tout petit, la plasticine, les accessoiriser mes Playmobil, les matières, les odeurs, toucher les choses. On a réussi à monter un atelier assez complet, de façon à pouvoir ne pas souffrir quand tu fabriques quelque chose. Tu libères ce côté laborieux, tu peux vraiment te concentrer sur des détails, sur des finitions, sur des idées. J'ai travaillé avec Stéphane Halleux depuis une petite année maintenant. Ce que je dis à mon entourage et à ma femme notamment, c'est que j'ai plus l'impression de travailler. Je travaille, on fabrique des robots, on fabrique des petites mains ou quoi. Je propose aussi des simulations quand les objets sont en cours de fabrication pour des recherches de couleurs, des recherches de lettrage. Et voilà. Tout ce que je fabrique vient quand même de quelque part d'une culture pop. Et je pense que pas mal de gens et d'amateurs d'art recherchent une part d'enfance où ils sont plus gênés d'acheter des jouets ou nécessairement des choses conceptuelles. And the Oscar goes to Mr. Hublot. Je pense qu'évidemment, Hublot, ça a amené une visibilité très populaire, quoi. Ça a été très vu, que le travail soit présenté à tout le monde et pas seulement au public élitiste des galeries, quoi. J'aime bien d'être un peu en retrait d'une forme d'agitation. Après, tu peux être vu, tu peux faire un reportage, tu peux faire un magazine, un article dans Marie-Claire, machin. C'est sympa, parce que tu en parles, ça te donne un peu de crédit auprès des filles, mais ça ne t'apporte pas grand-chose, quoi, au total. Et le succès aidant, il faut se battre un peu parfois avec ça, pour ne pas perdre ses racines. C'est pas la recherche du blé ou quoi, c'est vraiment toujours renouveler cette envie de créer quelque chose, quoi. C'est vraiment un truc profondément ancré en moi. De retour à Amois, vous ne raterez pas le site de la gare et à quai son wagon voyageur d'un autre temps. Vous poursuivrez alors votre belle échappée sur un Ravel 100% arboré et une fois encore, du côté d'Amptine, les coins pittoresques et édifices de caractère abonderont. À nouveau, vous vous attarderez et prendrez le temps de savourer ce patrimoine rural exceptionnel à l'image de l'ancien relais de poste, une halte importante de la poste aux chevaux sur la ligne Luxembourg-Namur-Bruxelles, dite route Marie-Thérèse, en souvenir de l'impératrice d'Autriche. Comble de l'histoire, c'est l'arrivée du chemin de fer qui a sonné le glas du service des malpostes. Doucement, votre pérégrination touchera à sa fin. Ciney, la ville à la campagne, la capitale du blanc-bleu belge, se profilera. Vous ne résisterez pas à une ultime pause à la cour Monceux, le centre même de la vie sinassienne, où se dresse fièrement l'un des plus beaux kiosques de Wallonie. Petit granit, pierre taillée et garde-corps en fer forgé sertissent cette construction légère et octogonale érigée en 1889. Face à lui, la collégiale Notre-Dame de l'Assomption est bâtie sur des fondations gallo-romaines. Avec sa puissante tour romane aux côtés légèrement talutés, en pierre calcaire grise surplombée d'une haute flèche en ardoise, elle souhaite la bienvenue à Ciney. Était-elle tour de guet ou vestige du donjon d'un château médiéval? Aujourd'hui encore, les historiens s'interrogent sur ses origines.
Mais pour beaucoup, l'édifice dédié à Saint-Nicolas demeure l'emblème de la ville et de sa bière, bien évidemment.